pour commencer, l'ancien modèle. Le modèle de base par rapport à la douleur, c'est le modèle plus biologique qui explique ou qui avance que quand on a une blessure, quand la blessure elle arrive, on a mal. Quand elle est en cours de guérison, la douleur va avoir tendance à diminuer ou à se maintenir. Puis quand on est guéri, quand la structure est guérie, est réparée, on n'a plus de douleur. Ça, c'est le modèle qui a été utilisé pendant plusieurs années, puis qui est relativement logique. Là. Quand tu as une structure qui est atteinte, c'est sûr que le risque de douleur est présent. Puis quand la structure est complètement guérie, ben, le risque de douleur est beaucoup plus faible. C'est ce qui a été utilisé pendant plusieurs années. Puis c'est aussi ce qui a été utilisé pour bâtir le modèle biopsychosocial par-dessus, qui est comme une version un peu plus complète ou plus adaptée, mettons, de la douleur, là, qui est plus à jour. C'est ça. Fait que, dans le fond, le modèle, c'est ça que tu as mentionné, biologique, fait beaucoup de sens, très logique. Mais par contre, on a remarqué que des fois, on peut avoir mal. Puis des fois, c'est difficile de trouver une raison pourquoi on a mal. Tu sais, on a de la misère à trouver. Il n'y a pas vraiment de blessure, pas vraiment de dommages, mais on a quand même des douleurs. Puis aussi, des fois, la douleur peut augmenter ou, tu sais, puis sans nécessairement que la structure se soit empirée ou que la blessure se soit empirée. Donc, ça peut nous aider un peu à expliquer ça, c'est ça que je pense. Exact. Donc là, le modèle plus récent qu'on utilise, qui est le modèle biopsychosocial, euh, utilise différentes sphères de la vie d'une personne pour expliquer l'apparition, comme tu as dit, de douleur qui n'est pas nécessairement reliée seulement qu'à l'aspect biologique. Ce que ça veut dire, c'est que dans notre modèle biopsychosocial, on va tenir compte des facteurs biologiques, donc la blessure initiale, le temps de guérison, les facteurs de récupération, le sommeil, par exemple, qui va avoir un impact sur la guérison de la structure. Mais on va aussi tenir compte des facteurs psychologiques, donc tout ce qui est stress, anxiété, qui a été démontré à plusieurs reprises, à maintes et maintes reprises, que pour avoir un impact sur le temps de récupération. Donc le stress et l'anxiété semblent être reliés à la vitesse de récupération. Et finalement, on a l'aspect social qui va tout être relié à notre entourage, notre niveau d'éducation, notre perception de la blessure. Donc, ces trois sphères-là ensemble sembleraient être un modèle plus précis pour pouvoir juger ou évaluer la douleur d'une personne. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une blessure qui est beaucoup plus grave physiquement, elle va avoir une place très importante sur mes trois sphères. Puis d'une autre façon, on pourrait voir quelqu'un qui a tendance à être très anxieux par rapport à ses blessures ou qui n'a pas une bonne vision des blessures ou de ce qu'il est capable de faire. Puis ça aussi, ça va impacter différemment, mais à même titre, la douleur. C'est ça. Puis là, je regarde encore l'article que je t'avais envoyé, puis je vois un exemple de comment qu'on pourrait utiliser le modèle biopsychosocial. Puis là, dans le fond, c'est pour un peu recadrer des fois le narratif qu'une personne pourrait avoir par rapport à sa blessure. Puis là, l'exemple, c'est je suis en douleur parce que j'ai endommagé mon genou. Mon genou s'est blessé parce que j'ai fait un exercice qui était dangereux, puis parce que j'ai des mauvais genoux. Ma douleur s'en va pas parce que elle va pas s'en aller tant que mon genou n'est pas guéri. Fait qu'il faut absolument que j'évite des mouvements qui utilisent mon genou avant que la douleur s'en aille. Puis après ça, quand je veux revenir à l'entraînement après que je vais avoir guéri, ben la douleur va revenir si je refais encore l'exercice qui était dangereux ou un exercice qui était similaire. Fait que là, Exact. comment qu'avec le modèle biopsychosocial, on pourrait aider à comme recadrer ça, puis comme, tu sais, rendre ça plus, remplir un peu l'espoir, là, parce que c'est un Mm-hmm. petit peu, ouais, dans le désespoir, là. Ben, c'est sûr que quand j'ai des patients qui arrivent avec ces discours-là, n'importe quel physiothérapeute va s'attendre à ce que la progression soit différente, là. Je vous dirais ce qui arrive le plus fréquemment dans mon cas, c'est quand un autre professionnel de la santé, puis là, je juge personne, je juge aucun professionnel, mais souvent ce qui arrive, c'est que le patient il a vu un professionnel de la santé dans le passé, il s'est fait donner des informations qui soit sont partiellement vraies ou fausses, puis après ça, la perception du patient est vraiment difficile à changer par rapport à ça, puis ça va énormément affecter
la vitesse de récupération. Un très bon exemple, là, c'est quand on a un patient qui arrive classique, là, hernie discale. Ça, là, vous en avez sûrement déjà entendu parler, les hernies discales. On a tout un oncle de 45 ans ou de 60 ans qui a eu une hernie quand il avait 17 ans, puis depuis ce temps-là, il n'est pas capable de se pencher par l'avant sans avoir mal, ou il n'est pas capable de rester assis 2 heures sinon il a mal. Quand le patient il m'arrive, puis qu'il me dit j'ai une hernie discale, je sais déjà que ça va être plus complexe comme cas. Puis là, souvent, je questionne quand est-ce que vous avez eu votre hernie discale. Puis là, ça arrive souvent que la personne va me sortir en 2004, j'ai eu une hernie discale. Biologiquement parlant, l'hernie discale, depuis 2004, est guérie comme elle va guérir, puis elle a peu d'impact sur la... Puis là, je parle pour la plupart des hernies, là, on a tout le temps des cas plus extrêmes, là, mais elle a peu d'impact sur l'état du dos de la personne. C'est plus des déficits qui sont développés autour qui vont être problématiques. Mais là, si cette personne-là, elle arrive, puis elle vient me voir, puis qu'elle dit j'ai une hernie discale, c'est ça qui me fait mal au dos, mais tous les conseils que je vais donner, les applications que je vais donner vont être beaucoup plus difficiles à appliquer, parce que souvent, ces personnes-là, ils viennent avec un bagage d'aversion au mouvement, donc ils vont essayer de limiter les mouvements du dos, ils vont limiter les choses qui leur font mal, puis quand ils ont mal, ils vont être beaucoup plus attentifs à leur douleur, parce qu'ils ont fait un lien de douleur à blessure. Puis tout ça, c'est des choses qui sont vraiment, pas nécessairement négatives, mais qui affectent définitivement le temps de récupération. Puis ça, c'est des croyances qui sont difficiles à changer, mais qui sont importantes à changer. Si je reste un peu avec l'exemple d'hernie discale, bien souvent, ce qui arrive, c'est que on a eu l'hernie, on a perdu de la fonction au niveau du dos pendant longtemps, puis là, on a comme on appelle ça des dysfonctions en physio, là, on a un dos qui fonctionne pas bien, puis étant donné qu'on va pas rechercher ces mouvements-là qu'on n'est plus capable de faire, ben on les regagne jamais. Tu sais, si ça a l'air stupide, là, puis c'est vraiment, quand vous vous entraînez, c'est la même chose, là, mais si je m'entraîne pas à me pencher vers l'avant, je vais jamais être capable de devenir meilleur à me pencher vers l'avant. Voilà, c'est des choses qu'il faut souvent aborder avec des patients, puis c'est des choses qui affectent définitivement le temps de récupération, là. C'est ça, parce que dans le fond, toi, ton but, quand tu vois un patient qui a une certaine blessure, certaine douleur, tu sais, ton but, c'est qu'il puisse recommencer à faire le mouvement, qu'il puisse recommencer à être fonctionnel sans avoir mal, sans se blesser, puis qu'il puisse, tu sais, être un humain fonctionnel, soit dans son sport ou même dans la vie en général. Puis des fois, comme d'avoir trop peur d'un mouvement, tu sais, ça peut t'empêcher d'avoir une récupération, tu sais, puis de revenir à la normale. Puis tout ce que tu me disais, ça me fait penser au deuxième modèle, là, qui est le modèle de peur et d'évitement, là. Puis, tu sais, dans le fond, qui fait que quand tu te fais mal, tu vas avoir... Quand tu te blesses, tu vas avoir mal. Puis là, si tu rends ça comme une catastrophe, tu vas avoir peur d'avoir mal. Fait que là, tu vas faire tout ce qui est en ton possible pour éviter d'avoir mal. Fait que tu vas arrêter de bouger, tu vas arrêter de faire tel mouvement. Puis là, dans le fond, ça va probablement empirer pas ta flexibilité, mais ton fonctionnement normal de ton corps, tu sais. Alors que si on essayait, tu sais, d'y aller tranquillement, peut-être accompagné d'un physio, puis qu'on recommençait à faire des mouvements, puis qu'on évitait de trop faire de l'anxiété par rapport à la douleur, ça pourrait nous aider peut-être à regagner de la mobilité, puis au final, tu sais, nous envoyer vers un chemin qui nous mène vers le rétablissement complet, là, ou presque. Exact, c'est un modèle qu'on utilise souvent, puis comme tu as vu sur lequel mon discours est beaucoup basé. Mhm. Puis ça apparaît souvent aussi beaucoup avec les douleurs chroniques, là. Quand on a eux, ils utilisent une sensibilisation à la douleur, là. Moi, je vais parler de centralisation juste parce que c'est comme ça que je l'ai appris, là. C'est un peu la même chose, là. Mais quand on a mal pendant longtemps, le signal de douleur est constamment stimulé. Okay? L'exemple que je donne aux patients, c'est comme si tout ce qui est nerveux, fait que douleur, contraction, toucher tactile, c'est une route. Okay? C'est un signal qui part d'un point qui va jusqu'à ton cerveau, puis après ça, qui va de ton cerveau jusqu'à où est-ce qu'on a eu le stimulus initial. Quand tu as mal depuis 15 ans, c'est plus une petite route de campagne qui fait le chemin de la douleur, c'est une autoroute 6 voies, 8 millions de sorties, 150 chars à la minute, bloqué non-stop, trafic. Okay? Mhm. Fait que le signal de la douleur qu'on avait initialement est plus autant représentatif de la problématique que ce qu'on perçoit.
c'est une autre façon de dire que quelque chose qui me ferait un peu mal, un 1 ou 2 sur 10, ben, à cause de la douleur chronique, va devenir un 4 ou un 5 sur 10. Puis ça, c'est un enjeu parce que, ben, de un, la personne souvent vient me voir parce qu'elle a mal, fait que mon but, c'est de diminuer sa douleur. Puis c'est un autre enjeu parce que ça fait que quand on fait un retour aux activités physiques pour une condition qui est chronique, ben, c'est difficile parce que là, passer à travers cette douleur-là, pour aller chercher un range plus important ou une mobilité, une force, une mobilité plus importante, ben là, c'est difficile de dire au patient, pousse un peu dans la douleur, pas trop dans la douleur pour pas te blesser, mais un peu dans la douleur pour diminuer cet effet-là chronique. Ça, c'est comme vraiment un jonglage à faire. Puis ça, par mon expérience de physio, ça va être une learning curve pour le restant de ma vie parce qu'il faut vraiment que tu t'adaptes en fonction du patient. Là, c'est pas tout le monde qui le gère de la même façon. Mais cet effet-là de catastrophisation puis de douleur centrale ou de sensibilité plus importante à la douleur, c'est... Écoute, si vous êtes capable de trouver une pilule pour ça, là, vous êtes milliardaire. Ouais. Ça doit être... Je me rappelle, là, dans un de nos cours, ils nous en parlaient, mais c'est un chiffre astronomique proportionnellement à nos dépenses du gouvernement québécois pour la santé, qui est juste relié aux douleurs de dos chroniques. Puis pourtant, une fois que c'est bien pris en charge avec un physio ou un professionnel quelconque, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des très grandes diminutions de la douleur, puis il y a beaucoup de gens qui ont aussi une diminution totale de la douleur. Mais ça coûte énormément d'argent au Québec, là.